quand votre vie a-t-elle été ruinée du jour au lendemain? En 2017, ma femme m'a fait arrêter à tort pour violence domestique. Un mois plus tôt, elle m'avait déjà menacé de le faire, ce qui m'a terrifiée. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé au travail, je suis allée au tribunal et j'ai essayé d'obtenir une ordonnance restrictive contre elle et, si possible, de la faire expulser de notre maison. Le juge a refusé. Il a dit que, puisque ma femme ne m'avait pas physiquement menacée, il n'avait aucune raison de délivrer cette ordonnance. Cependant, il m'a proposé une ordonnance de non-violence qui lui interdisait de me menacer à nouveau. Je lui ai expliqué que cela ne me protégerait pas des fausses accusations et ne ferait qu'empirer la situation. Malgré cela, le juge a dit qu'il rédiguait déjà l'ordonnance et qu'il me la remettrait quand même. Il m'a souhaité bonne chance et une bonne journée. Une assistante juridique du tribunal qui m'a aidé avec les papiers m'a dit « Ricardo, je pense que le tribunal vous a vraiment laissé tomber aujourd'hui, et je suis désolée que cela se soit passé ainsi. » J'ai répondu « Oui, le tribunal m'a vraiment laissé tomber, et je te garantis que dans quelques mois, ma femme me fera jeter en prison. » Elle a répondu « J'espère vraiment que cela n'arrivera pas. Bonne chance, Ricardo. » Et l'ordonnance de non-violence a effectivement empiré les choses. L'ambiance à la maison est devenue insupportable et hostile. Nous en sommes venus à nous détester, mais j'ai refusé de quitter ma propre maison. Comme je l'avais prédit, environ un mois plus tard, elle m'a fait arrêter. Ce soir-là, nous étions violemment disputés, échangé des paroles très dures, et elle est partie chez une amie de l'autre côté du couloir. Je pensais que c'était terminé. 10 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée avec les gyrophares allumés. J'ai tout de suite compris qu'elle les avait appelés, mais au fond de moi, je n'imaginais pas qu'elle serait assez cruelle pour me faire arrêter, surtout que je l'ai toujours bien traitée. Je me suis trompée. 2 policiers sont entrés et m'ont demandé ce qui se passait. J'ai dit que rien ne se passait et que je ne savais pas pourquoi il était là. Ils m'ont demandé s'il y avait une bagarre entre ma femme et moi. J'ai répondu que c'était juste une dispute verbale. J'ai demandé si c'était une plainte pour tapage. Ils ont continué ma question et m'ont demandé où était ma femme. Je leur ai dit qu'elle était probablement chez son ami. Ils m'ont dit de rester là pendant qu'ils allaient lui parler. J'ai attendu. Ils sont restés là-bas pendant 20 minutes. À ce moment-là, j'ai su qu'elle devait inventer une histoire absurde, car cela ne prend pas autant de temps pour expliquer à 2 policiers qu'il s'agissait simplement d'une dispute. Quand ils sont revenus, ils m'ont dit de me lever et de mettre les mains derrière le dos. J'étais arrêtée pour violence domestique. J'ai demandé quelle violence. C'était juste une dispute verbale. Ils ont répondu, elle dit autre chose. J'ai demandé ce qu'elle avait dit, mais ils m'ont ignoré. Ils m'ont menottée et emmenée au commissariat. Le lendemain, j'ai découvert qu'elle leur avait dit que je l'avais attrapée par les cheveux et jetée au sol. C'était un mensonge total. Je n'ai jamais frappé ou maltraité une femme de cette manière. Jamais. J'ai passé 18 jours en prison. Je venais de recevoir ma paie ce soir-là et j'avais $800 en liquide. Mais la caution a été fixée à $1 500 en raison d'un délit date de 16 ans et d'un autre délit mineur. Comme la violence domestique est prise très au sérieux ici dans le Massachusetts, je savais que je pourrais faire réduire la caution. J'y suis parvenue, mais j'ai dû attendre 18 jours avant de comparer devant un juge qui a réduit la caution à $500. Je l'ai payé et j'ai été libérée. Bien sûr, ma femme a immédiatement demandé une ordonnance restrictive qui a été accordée pour 1 an. Quand je suis sortie de prison, j'étais pratiquement sans abri. Elle a également réussi à me faire passer pour un monstre maléfique, affirmant qu'elle craignait tellement pour sa vie que le tribunal n'a accordé ma libération qu'à condition que je porte un bracelet électronique à la cheville pour surveiller mes déplacements et s'assurer que je reste loin de ma propre maison et de ma femme. Mes amis ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider, mais l'hiver 2017-2018 a été la pire période de ma vie. Je devais recharger le bracelet électronique tous les soirs pendant 2 heures. La moitié du temps, je ne savais même pas où j'allais dormir. Et comme mes 2 meilleurs amis vivaient très près de l'endroit où ma femme et moi habitions, je ne pouvais pas rester chez eux de peur de déclencher l'alarme du bracelet. Bien qu'ils m'aient accueilli à bras ouverts, j'ai fini par passer plusieurs nuits dans un refuge pour sans-abri, qui n'était qu'un peu mieux que la prison. En plus de la caution, j'ai dû dépenser une fortune pour un avocat, ce qui s'est révélé inutile puisque j'ai finalement dû accepter un accord de plaidoyer. Bien qu'il n'y ait eu absolument aucune preuve physique que j'avais agressé ma femme, pas de photo de bleu, de Gilbert Noir ou quoi que ce soit de similaire, mon avocat m'a dit. Raphaël, tu as un bon dossier et je suis prêt à aller au procès avec toi. Mais comme je suis là pour protéger tes intérêts, je dois être honnête. Si ta femme monte à la barre, m'en effrontément, pleure et dramatise tout, cela pourrait très mal tourner pour toi. Si le jury croit son histoire, tu seras reconnu coupable. Et si cela arrive, je pourrais peut-être t'éviter la prison, mais peut-être pas. La violence domestique est prise très au sérieux ici dans le Massachusetts,
et tu pourrais bien passer 6 mois ou plus en prison si tu es reconnu coupable. Je suis prêt à faire ce que tu décideras, mais il serait peut-être préférable d'accepter cet accord, d'éviter la prison et de tourner la page. Je sais que tu es innocent, mais cela pourrait être la meilleure solution. Que aurais-tu fait à ma place? Comme je l'ai dit, j'ai fini par accepter l'accord. La prison était si horrible que je n'étais pas prêt à risquer d'y retourner, même si les chances étaient de 50%. Qui sait ce que pourrait décider ou croire un jury? Je suis maintenant un criminel condamné. En plus des 5 000 $ que j'ai payés à mon avocat, j'ai dû débourser 2 000 $ supplémentaires pour des cours contre la violence domestique, une absurdité à laquelle je suis obligé d'assister chaque mardi soir pendant 2 heures, et ce, pendant les 38 prochaines semaines. Je fais aussi des travaux d'intérêt général dans une banque alimentaire locale pour couvrir une partie des frais de justice et des frais de probation. Mais il y a d'autres frais judiciaires qui ne peuvent pas être compensés par des travaux d'intérêt général et qui doivent être payés de ma poche, soit environ 350 $. En résumé, ma femme m'a rendu sans abri, a failli me ruiner financièrement et a définitivement terni ma réputation légale. Pendant que j'écris ces lignes, elle est assise dans l'appartement où nous vivions, regardant ma télévision à écran plat, dormant dans mon lit king-size et se détendant sur mes meubles. Et pendant 4 ou 5 mois, le tribunal m'a obligé à payer les factures d'électricité, d'eau et même son abonnement téléphonique. J'ai 57 ans et j'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais cette dernière année a été un véritable enfer. Je n'exagère pas en disant que j'ai été très proche d'abandonner et de me pendre. Je n'ai survécu que grâce à l'aide de mes amis, et je leur en serai toujours reconnaissant. Ils ont souvent fait bien plus que ce que j'aurais pu espérer. Aujourd'hui, je vis dans un nouvel appartement qui est un taudis, mais je suis reconnaissant d'avoir un toit. Mon propriétaire m'a promis de me transférer bientôt dans un logement plus convenable, dans un immeuble plus agréable juste en face. Ma femme a essayé de me détruire, mais elle a échoué parce que je suis toujours là, toujours vivant, et j'ai réussi à recoller les morceaux, mais à un coût énorme physique, mental, émotionnel et financier. Mon crédit a ruiné, mes cheveux sont devenus gris. J'ai perdu 15 kilos cette année et j'ai failli développer un UC. Je me suis sentie horriblement malade pendant des mois, constamment nauséeux avec des vomissements occasionnels. Ma voiture a été saisie et je dois maintenant prendre les transports en commun pour tout. Je ne vais même pas entrer dans les détails sur la méchanceté de ma femme, mais je me suis souvent demandé. Comment peut-elle dormir la nuit? Comment peut-elle vivre avec ce qu'elle m'a fait, sachant qu'elle m'a fait emprisonner sur une fausse accusation? C'est alors que j'ai pensé à Marcella. La voisine. La meilleure amie de mon ex-femme. Peut-être la seule personne avec qui elle gardait encore un contact régulier. Marcella avait été présente pendant une grande partie du chaos, même si elle ne savait peut-être pas tout, elle en savait sûrement plus qu'elle ne le montrait. Elle pouvait être la pièce manquante pour démontrer tout ce mensonge. Mais il y avait un problème, je ne pouvais pas m'approcher d'elle. L'ordonnance restrictive m'interdisait même de mettre les pieds près de l'immobile. Ma seule option était de tenter de la contacter à distance. J'ai pris mon téléphone, après plusieurs minutes à fixer l'écran, j'ai écrit un message. Marcella, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je suis désespérée. Elle a détruit ma vie. Tu as vu tout cela de près. J'ai juste besoin d'une chance pour te parler. Je veux seulement que tu écoutes ma version. Rien de plus. Je suis restée là fixant l'écran, attendant une réponse. Les minutes semblaient durer des heures. Jusqu'à ce qu'enfin une notification apparaisse, Marcella est en train d'écrire. Raphaël, je ne sais pas si je devrais me mêler de tout ça. Mais tout cela me paraît étrange. Qu'est-ce que tu veux me dire? Mon cœur s'est emballé. Il y avait une ouverture. Les s'il te plaît, retrouve-moi. Dans un lieu public. Je ne veux aucun problème, je veux juste te parler. Donne-moi cette chance. S'il te plaît. Elle a mis du temps à répondre. L'anxiété me dévorait. Puis enfin sa réponse est arrivée. D'accord. Demain à 15 h au café du coin. Ne me fais pas regretter ça. Le lendemain, je suis sortie de chez moi avec l'estomac noué. Le bracelet électronique serait ma cheville comme un rappel constant que j'étais toujours prisonnier de ce cauchemar. Mais cette conversation était ma seule chance. Le café était presque vide quand je suis arrivée. Marcella était déjà là, assise dans un coin, fixant distraitement son téléphone. Elle leva les yeux quand je m'approchai. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis ici, dit-elle en croisant les bras. Moi non plus. Mais merci d'être venue. Je me suis assis en face d'elle et j'ai pris une grande inspiration. Je devais être honnête. Marcella, j'ai tout perdu. Elle a détruit ma vie. Elle m'a fait arrêter pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Et maintenant je suis piégée, incapable de me défendre. Tu sais que quelque chose ne va pas. J'ai juste besoin d'une chance de prouver qu'elle a menti. Elle me regardait en silence, sans exprimer la moindre émotion. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais que vous êtes toujours en contact.
J'ai juste besoin que tu écoutes. Sois attentif. Si elle dit quelque chose d'étrange, n'importe quoi qui pourrait prouver qu'elle a menti, enregistre-la. Tu n'as pas besoin de la confronter. Juste enregistre. Marcella hésita. Tu veux que je prenne des risques pour toi, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour la vérité. Et aussi pour toi. Si ça continue, tu pourrais te retrouver impliqué sans même t'en rendre compte. Elle a déjà détruit ma vie. Ne la laisse pas faire pareil avec toi. Marcella soupira et détourna le regard. Je vais y réfléchir. Mais ne me demande rien de plus. C'était suffisant. Une petite ouverture. C'est plus que ce que j'espérais. Merci. Elle prit son sac et se leva. Si j'apprends quelque chose, je te le dirai. Mais n'attends pas de miracle. Et elle s'en alla, me laissant là, assis avec un mince espoir. Maintenant, je ne pouvais que patienter. Je savais qu'un jour ou l'autre, mon ex-femme ferait une erreur. Et quand ce jour viendrait, je serais prêt. Les mois passaient lentement, chaque jour plus lourd que le précédent. La vie s'étirait comme si le temps lui-même avait décidé de me punir. J'avais cessé de compter les semaines depuis la dernière fois que j'avais parlé à Marcella. L'espoir qu'elle puisse m'aider s'était dissipé, tout comme mon envie de me battre. Je survivais. Rien de plus. Mon ex-femme continuait de vivre confortablement dans l'appartement que j'étais encore obligé de payer. Les factures d'électricité, d'eau, d'internet et même son abonnement téléphonique sortaient de mon compte. Le bracelet électronique accroché à ma cheville était un rappel constant de la prison invisible qu'elle avait construite autour de moi. Mes amis ne savaient plus quoi me dire. Leurs mots de soutien, autrefois fréquents, avaient laissé place à des silences gênés et des regards de pitié. J'essayais de maintenir une routine. Je me levais tôt, faisais des petits boulots pour rembourser mes dettes qui s'accumulaient, et je retournais dans cet appartement humide et sombre. Dormir était difficile. Rêver impossible. J'avais accepté que ma vie ne serait plus jamais la même. Les larmes ne coulent plus. Je ne ressentais même plus de colère. Juste du vide. Puis un soir comme les autres, alors que je fixais l'écran vide de mon téléphone, tout a changé. Une notification est apparue. C'était un message de Marcella. Pendant un instant, j'ai pensé à l'ignorer. Rouvrir de vieilles blessures n'avait aucun sens. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Raphaël ne me contacte plus après ça. J'ai fait ce que j'ai pu. J'espère juste que cela t'aidera. Un fichier vidéo était joint au message. Mes mains tremblaient alors que j'appuyais sur lecture. L'image était instable, manifestement filmée par un téléphone caché. J'ai immédiatement reconnu la voix de mon ex-femme. Le décor m'était familier, mon appartement. Marcella avait dû discrètement glisser son téléphone dans son sac, la caméra subtilement dirigée vers l'extérieur. L'enregistrement n'était pas parfait, mais assez clair. En Marcella écoute, je devais me débarrasser de Raphaël. Tu sais comment il était. Il ne partirait jamais de la maison, il ne me laisserait jamais tranquille. Alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai dit à la police ce qu'il voulait entendre, et voilà. Il a été arrêté. Je mérite de garder l'appartement après tout ce que j'ai enduré. Elle continuait en riant. Et tu penses vraiment que quelqu'un va le croire maintenant, il est fini. Le mieux qu'il puisse faire, c'est d'accepter sa défaite. Les larmes sont venues avant même que je m'en rende compte. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement. De la gratitude. La certitude que ce cauchemar pouvait enfin se terminer. La voix de Marcella à la fin de la vidéo était glaciale. Un ne m'implique plus là-dedans. Peu importait. Elle avait fait plus que ce que j'aurais pu demander. Les mains tremblantes, j'ai attrapé mon téléphone et appelé mon avocat. Il a répondu après quelques sonneries. Raphaël, il est tard, il s'est passé quelque chose. Ma voix était rauque mais déterminée. J'ai ce qu'il nous faut. Une confession. Je veux lancer la procédure de divorce immédiatement. Séparation totale des biens. Et je veux faire annuler mon casier judiciaire. Un silence est installé de l'autre côté. Puis il a répondu. Rendez-vous demain. Apportez cette vidéo. On va régler ça. Cette nuit-là est passée lentement, mais elle était différente des autres. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment dormi. Profondément. Je me suis levée tôt, j'ai pris la vidéo et je suis allée directement au cabinet de mon avocat. Il a visionné la vidéo en silence, analysant chaque détail. C'est plus que suffisant. Nous allons déposer la demande de divorce avec séparation totale des biens et demander la révision de votre dossier pénal. De plus, nous pouvons porter plainte de contrôle pour dénonciation calomnieuse. Elle risque la prison. Tout s'est déroulé très vite. Mon avocat a lancé les démarches nécessaires. La justice a agi rapidement, sans doute influencée par la solidité de la preuve. Mon casier judiciaire a été effacé. Mon nom était enfin lavé. Le divorce a été prononcé avec séparation totale des biens et l'appartement est redevenu légalement le mien. Mais le plus important restait à venir. Mon ex-femme a été inculpée pour faux témoignage et fraude judiciaire.
La justice ne lui a pas fait de cadeau. Elle a été jugée et condamnée. L'image d'elle menottée, aînée par la police, restera gravée dans ma mémoire. Pas par plaisir mais par justice. Enfin, le poids avait disparu de mes épaules. Revenir dans l'appartement n'a pas été facile. Chaque coin était hanté par cette histoire. Mais cette fois j'étais seule. Libre. J'ai commencé à tout reconstruire. Lentement. Sans précipitation. J'ai vendu quelques meubles, rénové ce que je pouvais. J'ai donné une nouvelle vie à cet endroit. Marseille n'a jamais répondu à mes messages. Et je ne l'ai pas recontactée. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant. Petit à petit, j'ai recommencé à vivre. Pas comme avant, mais autrement. J'ai appris à être méfiant, à être plus prudent. Mais j'ai aussi compris que, peu importe à quel point les choses peuvent devenir sombres, il y a toujours une issue. Elle a essayé de me détruire. Mais elle a échoué. Et moi j'ai survécu.